La fin de l'aveugle. Ma curiosité ne tarda pas à l'emporter sur ma crainte. Incapable de rester où j'étais, je regagnai la rive en rampant. De là, caché derrière une touffe de genêts, je pouvais voir nettement le tronçon de la route qui passait devant notre porte. À peine avais-je pris position que mes ennemis commencèrent à arriver à toute allure. Ils pouvaient être 7 ou 8 qui filaient sur la route dans une course désordonnée, précédés de quelques pas par l'homme à la lanterne. « Entrez, entrez donc !» hurla-t-il en leur reprochant leur hésitation avec force blasphème. 4 ou 5 hommes obéirent aussitôt, tandis que 2 autres restaient sur la route avec le redoutable mendiant. Il y eut un silence, suivi d'une exclamation de surprise. Puis une voix cria de l'intérieur de la maison. « Bill est mort !» Mais l'aveugle se contenta de les injurier à nouveau en raison de leur lenteur. « Tas de tiroirs au flanc, marins d'eau douce, qu'un de vous le fouille tout de suite, les autres, grimpez là-haut et prenez le coffre !» Je les entendis monter les marches de notre vieil escalier avec tant de violence que toute la maison dut en trembler. Peu de temps après, d'autres cris d'étonnement s'élevèrent. La fenêtre de la chambre du capitaine s'ouvrit en claquant dans un grand fracas de verre brisé. Un homme passa la tête et les épaules au dehors, sous la clarté de la lune, et cria à l'aveugle sur la route. « Piou! Il y en a qui sont venus avant nous, et qu'on fouillé le coffre de fond en comble. »« Ça y est-il » hurla Piou. « L'argent y est. » L'aveugle envoya l'argent au diable. « Je parle du paquet de Flint, dit-il. » « On le voit nulle part. »« Et toi en bas, est-ce qu'il est sur Bill ?» Un autre bandit, sans doute celui qui était resté dans la salle pour fouiller le cadavre du capitaine, parut sur le seuil de la porte et répondit. « Bill, on y a passé l'inspection, il reste rien. »« C'est sûrement les gens de l'auberge, c'est ce sale gamin, j'aurais dû lui arracher les yeux. Ils étaient là-haut tout à l'heure, ils avaient mis le verrou quand j'ai essayé d'ouvrir la porte. Égayez-vous, les gars, et trouvez-les. » Après cela, il y eut dans notre vieille auberge un grand vacarme de pas pesants et ébranlant le plancher, de meubles renversés, de portes enfoncées à coups de pied dont les rochers même nous renvoyèrent l'écho. Puis les hommes sortirent un à un sur la route et déclarèrent que nous n'étions nulle part. À ce moment, retentit par 2 fois très nettement dans la nuit le même coup de sifflet qui nous avait alarmés, ma mère et moi, pendant que nous comptions l'argent du capitaine. Si j'en jugeais par l'effet produit sur les boucaniers, il devait annoncer un danger imminent. « C'est encore Dick, fit l'un des bandits. 2 coups, faut décamper les copains. »« Décamper, bougre de froussard !» s'écria Piou. « Dick a toujours été un imbécile et un lâche. Ne vous occupez pas de lui. Ce gamin et sa mère ne peuvent pas être loin. Vous les avez à portée de la main. Égayez-vous et cherchez-les, tas de capons. Ah, 1000 sabords, si j'avais mes yeux. » Cet appel parut produire un certain effet car 2 hommes se mirent à fouiller çà et là dans le désordre qu'ils avaient créé, mais ce fut à contre-cœur, me sembla-t-il, et sans jamais perdre de vue leur propre danger. Quant aux autres, ils restèrent sur la route sans savoir quelle décision prendre. « Vous avez une fortune sous la main et vous traînassez, tas d'imbéciles !» continua l'aveugle. « Vous seriez riche comme Crésus si vous pouviez me trouver ce paquet. Vous savez qu'il est là, et vous ne pensez qu'à tirer au flanc. » « Ça va, Piou. Après tout, on a les pièces d'or, » grommela l'un des bandits. « Ils ont peut-être caché ce foutu paquet, dit un autre. Prends les pièces, Piou, et finis de brailler. » Brailler était le mot propre, car ces objections accrurent la colère de leur chef. Finalement, sa fureur ne connaissant plus de bornes, il se mit à frapper au hasard autour de lui, et son bâton tomba lourdement avec un bruit sourd sur plusieurs de ses acolytes. Ceux-ci injurièrent à leur tour le misérable aveugle, le menacèrent en termes horribles, essayèrent vainement de saisir le bâton et de l'arracher à son étreinte. Cette bagarre nous sauva. En effet, pendant qu'elle faisait encore rage, un autre bruit vint du haut de la colline, du côté du hameau, le bruit des sabots de plusieurs chevaux lancés au galop. Presque au même moment, l'éclair d'un coup de pistolet jaillit d'une haie, suivi d'une forte détonation. De toute évidence, c'était le dernier signal d'alarme. Les boucaniers se mirent à courir aussitôt dans toutes les directions, l'un du côté de la mer, le long de la crique, l'autre en obliquant par-dessus la colline, et ainsi de suite. Au bout de 30 secondes, il ne resta plus personne que Piou.
J'ignore si ses camarades l'abandonnèrent sous le simple effet de la terreur ou bien pour se venger de ses insultes et de ses coups. Toujours est-il qu'il demeura sur la route, allant et venant à tâtons, frappant le sol de son bâton avec frénésie et appelant les fuyards. Il finit par se tromper de chemin et passa en courant près de moi dans la direction du hameau, tout en criant « Johnny, chien noir, Dick !» J'ai oublié les autres noms. « Vous ne lâcherez pas le vieux Pew, mes amis. Non, vous ne ferez pas ça au vieux Pew !» Juste à ce moment, le galop des chevaux se fit entendre au sommet de la côte. 4 ou 5 cavaliers apparurent au clair de lune et dévalèrent la pente à fond de train. Pew comprit alors son erreur, poussa un grand cri, fit demi-tour, puis courut droit vers le fossé dans lequel il roula. Mais il se releva aussitôt et, complètement désorienté, se jeta contre le cheval qui arrivait le premier. Le cavalier essaya vainement de l'éviter. L'aveugle tomba en poussant un hurlement qui retentit dans la nuit. Les 4 sabots l'écrasèrent au passage. Il roula sur le flanc, puis s'affaissa doucement, le visage contre terre, et ne bougea plus. Je me levai d'un bond, en hélant les cavaliers. De toute façon, horrifiés par l'accident, ils étaient en train d'arrêter leur monture, et je pus bientôt les identifier. L'un d'entre eux, un peu en arrière, était le garçon que les gens du hameau avaient envoyé au docteur Livesey. Les autres étaient des agents de la douane qu'il avait rencontrés en route et avec lesquels il avait eu l'intelligence de rebrousser chemin aussitôt. Pew, lui, était mort, et bien mort. Quant à ma mère, nous la transportâmes au hameau. Un peu d'eau froide et des sels ne tardèrent pas à la ranimer. Cependant, l'inspecteur filait aussi vite qu'il pouvait vers le trou de Kit. Mais comme ces hommes durent mettre pied à terre et descendre le vallon à tâtons, conduisant et parfois soutenant leurs chevaux, dans la crainte continuelle d'une embuscade, il ne fut guère surpris quand il arriva sur la grève de constater que le bateau avait déjà appareillé, bien qu'il ne fût pas encore très loin. Il héla l'embarcation. Une voix lui cria de ne pas rester au clair de lune s'il ne voulait pas recevoir du plomb. En même temps, une balle passa en sifflant près de son bras. Je regagnai l'amiral Bembo en sa compagnie. Nul ne saurait imaginer les dégâts subis par la maison. Les bandits avaient même renversé l'horloge au cours de leurs furieuses recherches, et bien qu'ils n'eussent rien emporté à l'exception de la bourse du capitaine et de l'argent du comptoir, je vis tout de suite que nous étions ruinés. Nous regagnâmes le hameau où se trouvaient les chevaux, puis nous nous mîmes en selle. « Dogger, vous avez un bon cheval, prenez ce garçon en croupe. » Dès que je fus installé, cramponné des 2 mains à la ceinture de Dogger, l'inspecteur donna le signal du départ, et la petite troupe partit au grand galop vers la demeure du docteur Livesey.